Je crois qu'il sommeille en nous un potentiel plus grand que l'on imagine, et que le révéler n'est qu'une question d'entraînement. C'est pourquoi je vais à la rencontre des personnes qui réussissent, entrepreneurs, artistes, sportifs de haut niveau, pour décortiquer comment ils font et partager ce que j'apprends avec vous. Car mon but est qu'ensemble, on aille réaliser nos rêves. Je m'appelle David Laroche, et voici mon podcast. Alors mon objectif ce soir, c'est de vous parler de quelque chose qui pour moi est très important et qui tient dans un chiffre qui est 2 mm. Je vais vous parler de ces 2 mm. Ces 2 mm que certains sportifs font et d'autres ne font pas. Ces 2 mm que vous faites quand vous êtes au top et que vous ne faites pas quand vous n'êtes pas au top. Ces 2 mm qu'on retrouve chez les entrepreneurs qui réussissent et qu'on ne retrouve pas chez les entrepreneurs qui ne réussissent pas. Alors pour faire un premier parallèle avec ce que vous avez entendu tout à l'heure, vous avez entendu parler de Napoleon Hill, vous êtes d'accord? Et en fait, moi, quand j'ai lu ce livre, je me suis dit, mais c'est incroyable, ce type, il a 25 ans, et on ne le connaissait pas. Il allait rencontrer des gens qui ont réussi, et à partir de là, il a découvert des clés. Et en fait, moi, j'étais déjà formé en PNL, et j'ai pas mal de clés, et je me suis dit, mais merde, j'ai un point commun avec ce type-là. Je suis jeune, je connais personne, et je suis pas connu. Et si j'allais rencontrer des gens qui réussissent? Et si j'allais leur poser des questions? Et si j'allais m'intéresser à qu'est-ce qui fait la différence entre les personnes qui réussissent et celles qui ne réussissent pas? Alors au début sur mon site internet, pendant à peu près 1 an et demi, c'était marqué en gros « Je suis votre cobaye ». Et mon idée c'était quoi? C'était de me former un maximum à tous les outils, PNL, Enneagramme, hypnose, et en parallèle de rencontrer des gens qui m'inspirent, des gens qui ont des vrais résultats concrets dans la matière. Et je me suis dit, mais si j'arrive à avoir ces mêmes résultats, alors là, ça va vraiment être top. Alors, qui ici voudrait des vrais résultats? Levez la main. Ok, ça me permet d'identifier ceux qui doivent sortir. Donc, il y a 3 personnes à sortir, apparemment. Alors, on va parler de ces 2 mm qu'on retrouve chez les sportifs et qu'on retrouve aussi chez vous. En fait, j'aimerais vous dire que tous ici, vous pourriez être à ma place. Et mon idée, c'est pas de vous dire ce que vous devez faire, c'est peut-être de vous poser des questions, faire des partages qui vont vous aider à comprendre qu'est-ce qui fait que vous êtes si excellent quand vous êtes excellent. Récemment, là, j'intervenais chez Schmitt, les cuisines Schmitt, et j'avais des commerciaux. Et justement, je voulais leur dire, je ne suis pas là pour vous dire quoi faire, je suis là pour vous partager qu'est-ce qui fait que vous êtes déjà au top, comme un athlète. Vous êtes d'accord qu'un sportif, il peut être accompagné par quelqu'un qui, des fois, est moins bon que lui au niveau du sport. Il va lui poser les bonnes questions pour l'aider justement à révéler son putain de potentiel. Alors, qui ici a envie de révéler son potentiel? Ouais! Non, je me casse, vous n'êtes pas motivé. Alors, qui ici a envie de révéler son potentiel? C'est pas mal. Ah, je comprends pourquoi je suis venu. Alors, moi au début, je me disais, mais la communication, le charisme, le passage à l'action, mais c'est inné ou quoi? Parce qu'en fait, j'étais timide, j'étais très mal dans ma peau, et je passais mon temps à voir chez les autres ce que j'arrivais pas à faire. Je passais mon temps à me dire, mais j'aimerais passer à l'action, j'aimerais oser dire juste oui, non. J'aimerais oser créer cette entreprise, j'aimerais parler en public, j'aimerais être à l'aise avec les gens, j'aimerais avoir cette fameuse communication qui m'inspire. Moi, je pensais vraiment que c'était inné. Et je pensais qu'il y avait quelqu'un là-haut, Dieu, Allah, l'univers, ce que vous voulez, il prend chaque bébé, il le regarde, il se dit, mais... Alors, confiant, timide? Tiens, timide, pas de bol. Bah. C'était moi. Et en fait, je me suis dit, mais et finalement, ma responsabilité là-dedans, elle est où? Et si j'étais responsable de mes échecs, de mes doutes, de mes peurs, de mes frustrations? En fait, si j'étais responsable, ça me permettrait d'avoir le contrôle sur ma vie. Vous me suivez là-dessus? Alors du coup, je voudrais vous partager un truc qui m'a inspiré, c'est un grand philosophe, un très très grand philosophe, très connu, et qui a changé ma vie. Alors, si ça passe au suivant, ça marchera bien. Apparemment, ça ne marche plus. Soyons flexibles. Alors, Spider-Man, il y a une phrase, je me suis dit, je vais citer quelqu'un de très intellectuel. Alors, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Alors, c'est pas vraiment Spider-Man qui le dit, c'est son oncle. Hein. Je sais qu'il y en a qui disent, non, c'est pas vrai, c'est pas lui. Ah, ça, c'est une surprise. Mais apparemment, ça vous fait déjà rire. Je me suis dit, je vais innover, on est en soirée. Je voudrais vous entraîner à faire quelque chose d'unique ce soir. Non seulement on dort ce soir, mais on fait autre chose, mais on verra après. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette conférence-là, la mienne, ne sert absolument à rien si vous ne vous sentez pas responsable. Si vous m'écoutez en vous disant « Ah, c'est vraiment cool », et puis c'est tout,
bah ça va juste rester un truc cool. Ah si, oui, en soirée, vous pourrez dire, tu veux des clés? Tu veux des clés sur la confiance en soi? Ah, j'en ai. Vous allez pouvoir les partager. En fait, je suis pas ici ni pour que vous m'appréciez, ni pour que vous me détestiez, en fait je m'en fous dans les deux cas, ni pour que vous trouviez ça cool, ni pour que vous passiez un bon moment, même si c'est toujours sympa, juste pour que vous disiez, s'il y avait un seul truc ce soir à prendre, je vais le mettre en pratique. Je vais l'appliquer. Parce qu'en fait, il y a deux conséquences à travailler sur soi. Première conséquence, elle est géniale, le champ des possibles grandit. T'as remarqué? On dit waouh! Je pourrais réaliser mes rêves! Je pourrais parler en public. Vous êtes d'accord? C'est Bisounours World, on rentre, on se dit je suis vraiment magique. Et là on se met d'un coup, après avoir fait une formation, lu un livre, lu Le Secret, ou regardé un film tout est possible pour moi. J'ai un potentiel illimité. Et je crois qu'on a un potentiel illimité, et je crois en plus que les clés généralement qu'on a découvertes sont vraiment puissantes. Mais simplement, des fois, on se responsabilise pas, on se dit ouais, j'ai compris les clés, donc c'est les clés qui vont transformer ma vie. C'est ce formateur qui va transformer ma vie. Et quand je suis arrivé ici, je me suis dit, ils auront déjà eu plein de bons intervenants, plein d'excellentes clés. Donc je me suis dit, je vais pas leur répéter ce qu'ils ont déjà entendu, je vais juste appuyer sur ce qui, selon moi, est des fois mal compris. Et je me suis dit, il y a des gens qui me connaissent déjà, qui ont vu déjà des vidéos, je me suis dit, je vais vraiment aller appuyer sur le truc que je vois chez les gens qui ont les mêmes connaissances que moi, qui n'ont pas forcément les résultats. Ça veut dire que, je ne vais pas parler des fondamentaux, je vais considérer ce soir que vous avez déjà les fondamentaux. Soit parce que vous êtes formé chez Paul, soit avec Reda, ou par les livres, je vais considérer que vous avez ces fondamentaux. Je vais revenir sur les points que je retrouve justement chez uniquement les personnes qui créent une vie inspirante pour eux. Ça vous va? Alors, pour faire un parallèle, et j'ai transformé mon slide au dernier moment, parce que j'aime bien être flexible, j'ai demandé aux gens du film Le Secret, j'en ai rencontré 6 aux États-Unis, Bob Doyle, John DeMartini, Joe Vitale, je leur ai demandé « How to become a loser ?» Comment ferait sa vie, quoi. Et Bob Doyle m'a donné une réponse intéressante. Il m'a dit, en fait, il y a plein de gens, ils ont pris le truc, ils ont compris l'outil, ils ont compris, ils ont mis un vision board, ils ont mis des dollars, ils ont mis des trucs, ils se sont mis à un statut en marketing de réseau, ils ont mis des rêves. Mais en fait, il y a un truc qu'ils ont oublié de questionner, un truc qu'ils ont oublié de vérifier. C'est ce que vraiment, c'est vraiment leur rêve. En fait, il y a plein de gens, ils me disent qu'ils marquent des rêves, mais en fait, c'est pas leur rêve, c'est le rêve d'Hollywood, c'est le rêve de papa-maman, c'est le rêve de la société, c'est le rêve du voisin. Mais c'est pas leur rêve. Ils me disent, c'est pas étonnant que du coup, ils n'arrivent pas à avoir des résultats. Ça veut dire qu'en fait, tout ce qu'on va voir après, tout ce que vous avez vu aujourd'hui, effectivement, ne marche que si c'est en accord avec ce qui est votre vraie passion. Alors c'est bien beau, je le dis comme ça, mais alors, qu'est-ce qui fait la différence entre ces gens, justement, que j'ai interviewés qui réussissent et les autres que j'ai interviewés qui ne réussissent pas? C'est le nombre de fois où vous questionnez votre cœur jusqu'à trouver les réponses. Parce que c'est effectivement, je questionne mon cœur, ok, donnez-moi la réponse. Ça marche pas comme ça, vous êtes d'accord? Mais c'est le nombre de fois où vous vous posez la question qui fait qu'en fait, petit à petit, vous allez avoir ces micro-détails qui vont faire la différence. Cette question que je pose régulièrement, qu'est-ce qui est important pour moi? Prenez Martin Luther King. Vous êtes d'accord qu'il était confiant? Vous êtes d'accord qu'il était charismatique? Vous êtes d'accord avec ça? Rassurez-moi, vous connaissez Martin Luther King? Alors donnez-moi sa phrase quand même, que je me rassure un peu. Là, je suis stressé là du coup. Hein. I have a dream, vous la connaissez cette phrase? Mais ça veut dire quoi, I have a dream? C'est pas juste une phrase qui fait cool. Ça veut dire qu'il y a de la passion derrière. Vous prenez Martin Luther King et vous lui enlevez son rêve, génétiquement il n'a pas changé. Vous êtes d'accord? Pourtant c'est pas le même homme. Il n'aura pas autant de détermination, il n'aura pas autant de pouvoir d'attraction, il n'aura pas autant de motivation. Mais est-ce que Martin Luther King est né comme ça en se disant hey, moi je sais, à 2 ans, je vais unifier les noirs et les blancs? Non, c'est possible qu'il y avait des bribes de ce truc-là. Il a dû se poser tellement de fois la question jusqu'à l'affiner, la trouver. Vous prenez Mère Teresa à 12 ans, c'était pas Mère Teresa. En fait, il y a plein de gens qui étudient les personnes qui ont réussi à la fin, mais ce qui est intéressant, c'est de revenir à qui ils étaient au début. En fait, quand on regarde au début, des fois, ils étaient encore plus en train de foirer que nous-mêmes. C'est inspirant. On dirait, tiens, qu'est-ce qui fait qu'ils sont passés de là où ils en étaient à là où ils sont aujourd'hui? Mais surtout les premières étapes. Et je suis sûr qu'ils questionnent souvent leur cœur. Qu'est-ce qui me passionne vraiment? Pourquoi c'est important pour moi? Et quand je demande aux gens, mais tiens, pourquoi tu veux de l'argent? J'en sais rien. À votre avis, si je ne sais même pas répondre en une fraction de seconde, pourquoi je veux de l'argent, est-ce que je vais arriver à m'en attirer? Non. Prenez Amma par exemple. Vous connaissez Amma? Vous demandez à Amma, pourquoi tu veux de l'argent? En 1 seconde, elle vous aura dit, pour créer des hôpitaux, pour aider des femmes à entreprendre, pour aider des enfants.
Ça, c'est qui parle? C'est son cerveau ou son cœur? Son cœur. Donc je tiens à insister là-dessus. Vous allez vous questionner sur qu'est-ce qui vous passionne vraiment. La deuxième chose, alors du coup, il faut que je vais être surpris par ce truc-là, parce qu'il agit plus tard, en fait. C'est un retardement. Voilà, effectivement. Alors, généralement, le passage à l'action, tout le monde l'a entendu. Qui l'a déjà entendu? Il faut passer à l'action. Ok. Mais après, on en fait quoi de ce truc-là? Je voudrais rajouter 2 petits détails. Passer à l'action, oui. Passer à l'action tout de suite. Là, il y a 2 jours, j'étais en séminaire pendant 2 jours, à Paris. Et c'est intéressant le nombre de personnes que je vois avoir des déclics. Elles réalisent un truc, elles réalisent qu'il y a une clé qui pourrait faire une différence. Et quand je vais leur demander, tiens, des fois, alors tu l'appliques quand? Ils me disent, plus tard. C'est incroyable, la personne elle a trouvé quelque chose qui pourrait l'aider à être plus heureuse, mais bon, non, il faut pas être heureux tout de suite quand même. Il faut prendre son temps, hein. Vous imaginez si je suis heureux maintenant, ça serait con, quoi. Donc elle dit, non, plus tard, un jour je passerai à l'action. Je sais pas, un jour je vais le sentir, je vais me dire, allez, je passe à l'action. Et en plus, c'est ce qui fait qu'elles passent pas à l'action. C'est que non seulement elles disent plus tard, mais elles disent que plus tard, elles vont agir grand. Et forcément, vu qu'elles passent pas à l'action, elles se transforment pas. Donc ça viendrait à dire, j'ai un rêve. Je vais battre Mike Tyson. Ma stratégie pour ça, c'est de ne pas m'entraîner et de m'entraîner contre Mike Tyson. Et ouais. Qu'est-ce qui va se passer si je monte sur le ring contre Mike Tyson, là aujourd'hui? Combien de temps va durer le combat? 2 secondes, vous êtes déjà gentil avec moi. Alors en slow motion, je veux bien que ça donne 2 secondes, le temps que son poing arrive à la mâchoire. Dès qu'il y a de la mâchoire, il m'envoie là-bas et je dis la boxe. C'est exactement ce qui se passe. Je vois des gens en consultation qui viennent me voir et qui me disent « J'ai perdu mes rêves ». Bah oui, ils ont perdu leurs rêves. Pourquoi? Parce qu'ils ont voulu agir trop gros. Ils me disent « Mais je comprends pas, il faut rêver grand ». Oui, il faut rêver grand. Mais agir petit. Pas petit par rapport aux autres. Agir petit par rapport à soi. C'est-à-dire que vous avez une zone de confort, on en a parlé, j'en ai entendu parler toute la journée. Cette zone de confort-là, c'est de vous dire, ok, je vais en sortir, mais je vais sortir que d'un petit pas, que de 2 mm. Qu'est-ce qui se passerait dans votre vie si là vous décidez, dès ce soir, de vous dire, je vais faire 2 mm. 2 mm dans mon couple, 2 mm dans ma santé, 2 mm dans mon apprentissage, 2 mm pour donner aux autres, 2 mm dans les questions que je me pose, 2 mm dans ma posture, 2 mm dans mon langage, juste des petits ajustements, tout petits, tellement petits que les autres vont vous dire, mais c'est comme ça que tu vas y arriver. Et c'est ça qui vous rendra fier. Vous imaginez pas le nombre de fois où je me rappelle mon tout premier petit pas. Ce tout premier petit pas qui a inspiré personne sauf moi, qui était de lever la main une fois en cours. J'étais extrêmement mal dans ma peau et quand j'ai dit à un de mes potes, c'est en levant la main une fois en cours que je vais devenir confiant, il m'a regardé, non mais attendez, tu comprends pas. Tout le monde lève la main une fois en cours. C'est pas comme ça que tu vas devenir confiant. Bah si, c'était comme ça, parce que c'était le tout premier pas, décidé par moi-même. J'avais agi, mais en étant irresponsable. J'attendais que le prof, j'attendais que ma mère, j'attendais que mes parents, j'attendais que la société me fasse agir. Mais là, pour la première fois, j'avais dit, ok, j'ai peur, mais j'agis. Et j'agis petit. Et j'agis parce que c'est ok pour moi maintenant. Si vous faites des stages, des conférences, je vous invite à retenir même qu'une seule chose, et passe à l'action tout de suite. Et après, vous allez voir, ce qui est magique avec les petits pas, c'est que vous faites des petits pas, des petits pas, des petits pas, des petits pas. Mais en fait, à chaque petit pas, vous n'êtes plus la même personne. À chaque petit pas, vous pensez différemment. À chaque petit pas, vous avez des idées différentes. À chaque petit pas, qu'est-ce qui se passe? Vous rencontrez des gens différemment. Alors, j'ai observé un truc, ma mère, elle construit une maison. À votre avis, est-ce que le premier plan qu'elle a dessiné et le dernier plan qu'elle a dessiné, en 1 an, sont le même? Sont les mêmes? Non. Ils sont vraiment différents, mais pas vraiment différents à première vue. Hein. En fait, vous regardez, c'est que des petits 2 mm par-ci par-là. Mais c'est ces foutus 2 mm qui fait que 5 ans après, vous détestez ou pas votre maison. Mais merde, pourquoi la prise est là? Pourquoi on a mis une prise derrière le frigo? C'était pas logique, ce truc-là. C'est ces foutus 2 mm qui fait que vous adorez votre maison. Mais si je regarde comment elle a fait, que j'adore observer, elle a d'abord imaginé, avec son cœur, elle a d'abord imaginé quelle est la maison de mes rêves. Si tout est possible, comment est ma maison? Pas par rapport aux voisins, pas par rapport à juste à elle. Puis après, elle l'a dessinée. Pourquoi elle l'a dessinée? Pour extraire d'elle-même. J'adore quand les gens me disent, mais c'est dans ma tête.
Vous avez déjà essayé, regardez, de prendre du recul avec votre tête, ça donne ça en fait. C'est toujours au même endroit en fait. Et là, je prends du recul, c'est toujours au même endroit dans ma tête. Pourquoi un coach ça fonctionne? Parce qu'en fait, vous êtes juste en train d'extraire de vous-même et vous pouvez prendre du recul. Quand vous marquez par écrit, vous prenez du recul. Et le lendemain, vous pouvez regarder votre plan et vous dire, c'est moi qui ai marqué ce truc. Ah non, je ne le fais pas comme ça à la maison. Vous allez corriger, et corriger, et corriger. Et d'ajustement en ajustement, 1 an après, vous avez la maison de vos rêves. La troisième chose qu'elle faisait, c'est de regarder autour d'elle, dans un troisième temps, les maisons des voisins, les maisons des gens, pour se dire, tiens, qu'est-ce que j'aime dans ce que font les autres? Toutes les personnes que j'ai interviewées aux États-Unis et en France, que ce soit le PDG de Success Magazine, Darren Hardy, que ce soit John Gray. Vous connaissez John Gray? Mars et Vénus. Toutes ces personnes-là ont trouvé leur vision et leur rêve en rencontrant quelqu'un qui réalisait un rêve similaire. Et par miroir, elles ont trouvé le leur. C'est-à-dire que si vous restez assis, en vous disant un jour, je trouverai mon rêve. Vous êtes comme ça, toute la journée, sur votre canapé. Je comprends pas, j'y arrive pas. À travers, est-ce que c'est normal de ne pas y arriver? Ouais, peut-être qu'un jour, il y a un type qui va arriver et dire, tiens, cadeau, c'est ta vision. Voilà, merci. Ah, c'est comme sympa, hein? Alors ça, c'était la deuxième chose. Passer à l'action tout de suite. Est-ce que vous êtes prêts à passer à l'action? Oui! On va remonter un petit peu l'énergie. Je vais faire un petit truc que j'adore faire dans mes séminaires. C'est qu'on va faire 2 équipes. Là, il va y avoir l'équipe A, et là, il va y avoir l'équipe B. Vous allez voir, je suis un peu vicieux, je choisis toujours mon équipe après coup. Donc l'équipe A, mon signal, vous allez gueuler, vous faites le son que vous voulez, d'accord? 1. Là, je sens que ça commence à stresser, c'est bien. 1, 2, 3. Oh, mais vous avez perdu, hein? C'est tombé, hein? 1, vous êtes avec moi? 1, 2, 3. C'est mon équipe. Ah, il y a mon micro qui m'empêche d'entendre ça. Mais ça se négocie, on peut toujours négocier. Hein. Après moi, ils veulent la revanche. 1, juste pour vous. Hein. 1, 2, 3. C'est pas mal. En fait, il y en a un qui a fait la différence, qui est allé chercher les 2 mm. On l'applaudit. Alors maintenant, j'ai une mauvaise nouvelle. C'est pour ça que je vous mettais en énergie avant, pour pas que vous m'en vouliez trop. C'est toujours ma stratégie, parce que bon, c'est toujours dangereux, plus le groupe est grand, plus c'est dangereux d'annoncer des mauvaises nouvelles. Vous allez m'en vouloir. Donc accrochez-vous à votre chaise. Si vous savez que votre voisin est dangereux, s'il vous plaît, tenez-le pour ma sécurité. Donc moi, je vais me reculer et me mettre derrière l'écran, d'accord? Et je vais faire ça là-bas. On va voir si... Je peux pas le faire à distance, donc je vais devoir l'assumer. Là, on va essayer de regarder comme ça. Vous connaissez l'art du suspense, c'est toujours de faire des trucs inutiles. Voilà. Ça me permet de courir mieux. Alors. Je suis un peu stressé là. Alors. Darren Hardy m'a dit un truc intéressant. PDG de Success Magazine qui passe son temps à interviewer les plus grands leaders. Michael Jordan, Bill Gates, Zuckerberg, patron de Facebook. Et il m'a dit, quand il me parlait de ses débuts dans l'immobilier, il a eu un mentor et ce mentor lui a dit, il a questionné son mentor, comment je peux faire pour réussir le plus rapidement? Là il le regarde, il lui dit, écoute, si tu veux réussir le plus rapidement, échoue et échoue rapidement. J'ai un ami qui s'appelle Oussama Hamar. Alors qui était là ce week-end avec moi d'ailleurs? Okay. Vous avez aimé Oussama Hamar? Oui. Tu sors, hein? C'est un type qui, à 16 ans, était millionnaire, à 18 ans, perdait tout, à 20 ans, recommençait, et s'est offert une vie qui est juste magnifique. Dans tous les sens du terme. C'est pour ceux qui étaient là, vous avez vu une super humilité. Il est assez incroyable, ce type-là, quand vous le croisez, vous avez l'impression que c'est juste un pote. Et c'est un type qui connaît Zuckerberg, justement, tout un tas de personnes. Et quand je lui ai demandé, qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Il a un incubateur de start-up. Il m'a dit, en fait, moi, mon job, c'est d'aider les start-up à échouer vite. Je me suis dit, bizarre pour un incubateur de start-up. Il m'a dit, en fait, tu sais quoi? Il y a 99% des start-up qui vont pas réussir. En revanche, c'est pas parce que la start-up réussit pas que l'entrepreneur ne va pas réussir.
Parce que l'entrepreneur n'est pas son projet, vous êtes d'accord? C'est deux choses différentes. L'entrepreneur peut avoir plein de projets. Dans votre vie, vous pouvez avoir plein de projets. Mais si je crée tous les facteurs qui vont faire que l'entrepreneur échoue, au moins il va pouvoir apprendre vite et progresser vite. Et ce que je remarque comme facteur d'échec, et quand j'ai demandé How to Become a Loser à peu près à 52 leaders américains, le truc qui revient à peu près 30 fois, c'est d'essayer d'éviter l'échec. Donc la question que je voudrais vous poser, c'est quel échec vous allez vouloir prendre là dans les semaines qui viennent, dès lundi, dès demain. Alors je dis dès lundi parce qu'en fait j'ai l'habitude de faire des week-ends, donc du coup lundi c'est pas demain, mais vous ajustez. Hein. À la caméra on dira que c'était dimanche. Qu'est-ce que vous allez pouvoir provoquer où le risque d'échec est grand? Pourquoi? Parce qu'en fait plus vous allez échouer, plus vous allez vous rendre compte que déjà vous restez vivant, donc tout va bien. Et plus vous allez vous rendre compte qu'en fait, dans les échecs, il y a vraiment de l'apprentissage. Et au bout d'un moment, qu'est-ce qui est génial avec la partie limbique de votre cerveau? La partie limbique, elle fait que des associations. Quand vous voyez qu'à force d'échouer, vous commencez à réussir de plus en plus, qu'à force d'échouer, vous commencez à avoir de moins en moins peur d'échouer, vous commencez à aimer l'échec. Mais pas parce que vous aimez échouer, parce que vous savez que derrière, il y a une réussite. Quand je suis allé chez Schmitt, justement, là, les commerciaux, la semaine dernière, et vous voyez, je vois toutes les campagnes là partout, Schmitt, éblouissant, ça me rappelle mon intervention. Ils essaient souvent de ne pas échouer à court terme. Et du coup, ils se privent de plein de choses. Parce que du coup, ils vont avoir peur du regard des autres, peur du regard du chef, peur du regard des collègues, peur de prendre des risques, peur d'essayer des nouvelles choses. Quand j'accompagne des gens qui cherchent à avoir un emploi, c'est la même chose. Vu qu'ils ont peur d'échouer, qu'est-ce qu'ils font? Ils font toujours pareil. Mais si vous n'avez plus peur d'échouer, vous commencez à tester. Vous commencez à explorer des territoires, vous commencez à chercher ces 2 mm justement. Parce que chaque fois que vous cherchez ces 2 mm, en fait, vous commencez à remettre en jeu votre titre. C'est d'accord? Mais c'est là où vous allez justement vous challenger et progresser. Et je leur ai dit maintenant, il y a deux possibilités. Soit vous évitez l'échec à court terme et ça va marcher, ou alors vous savez. Vous savez qu'à long terme, c'est juste obligatoire que vous allez réussir. Si vous commencez à cumuler des échecs. C'est pour ça que d'ailleurs qu'à chacune de mes conférences, pour ceux qui me connaissent, la conférence est différente. À chacune de mes interviews, l'interview est différente. Parce que ce qui m'intéresse, c'est pas réussir à court terme. Ce qui m'intéresse, c'est m'assurer une réussite à long terme. Quand j'ai fait mon interview avec Seth Godin, je ne sais pas si vous connaissez Seth Godin, c'est une personne qui est assez connue aux États-Unis dans le marketing, il accompagne Yahoo, vous pouvez le trouver sur le TED. C'était ma première interview en anglais de ma vie en arrivant sur le sol américain. Et pour vous dire, à chaque fois que je disais que j'ai interviewé Seth Godin, les portes s'ouvraient. Mais ma première interview, quand je l'ai finie, j'étais pas content de moi. Quand il me racontait une blague, je comprenais pas que c'était une blague. Je faisais Quand il me posait une question, je comprenais pas que c'était une question. Je faisais Alors après la 4e interview, j'ai appris à rire sans comprendre. Mais bon, il fallait rire au bon moment, donc je riais régulièrement. Dans le doute, je me suis dit si ça devrait être une blague, là, j'essaie de comprendre. Alors, je vous le dis en rigolant, mais à la fin de l'interview, Julien m'a vu, qu'est-ce qui s'est passé quand il m'a expliqué que le train était dans pas longtemps, sous-entendu, faut que tu dégages. Et que c'était ma première interview de ma vie sur le sol américain, et que je m'étais annoncé le défi, et que j'avais annoncé ça dans toute ma chaîne YouTube, j'avais 3 millions de vues, 6 mois avant, je pars, 33 jours aux États-Unis, rencontrer 30 leaders américains, et je vois que le premier, ça se passe mal, je me suis dit, merde, les 30 jours suivants, ça va être dur. Mais ce qui m'a permis de me reprendre, alors que je me sentais mal, c'est de me dire, est-ce que ton objectif, c'était de réussir l'interview avec Seth Godin? Ou ton objectif, c'était de devenir la personne qui est à l'aise en toutes circonstances, peu importe ce qui se passe et avec n'importe qui. Quand j'ai demandé à Darren Hardy, qui justement passe son temps à faire des interviews, en m'appuyant sur ce qu'on apprend en PNL, qui est de modéliser, je lui ai demandé, tiens Darren, selon toi, quelle pourrait être la question que je devrais poser à tous les autres? Il m'a dit, David, ne demande pas ce que tu dois faire, demande qui tu dois devenir. Et en fait, j'ai réalisé avec cette Godin que du coup, effectivement, c'était pas ma super interview. Quand je la regarde, c'est pas toujours confortable à regarder. Mais c'est le fait de me dissocier de ce truc-là en me disant, ok, qu'est-ce que tu apprends avec cette Godin? Et tu sais que c'est mathématique. Tu vas enchaîner les interviews, enchaîner les interviews, enchaîner les interviews. Parce que je sais, et je l'ai validé tellement de fois aujourd'hui dans ma vie, qu'à chaque fois que je fais ça, au bout d'un moment, ça devient naturel. Quand je fais mes premières vidéos, il y a des gens qui m'ont dit, David, mais publie pas ça, franchement. Publie pas ça, tu peux pas publier ça, quoi. Et effectivement, ils avaient raison, c'était un peu ridicule. Il y en a qui confirment.
Des fois, Julie, ma chérie, pour me taquiner, elle me met la vidéo en grand, mes vidéos en grand. Après ma 10e vidéo, il y en a qui m'ont dit, David, enlève tes premières. Je leur dis non, c'est moi. C'est mes fondations. Pourquoi je devrais avoir honte? Après la 100e vidéo, il y en a qui m'ont dit, bon, c'est bon, t'as plus d'excuses, enlève les 20 premières. Vous savez qu'Oussama Hamar, le type qui était là, qui a rencontré Zuckerberg et Bill Gates, qui était là dans mon séminaire, quand il m'a rencontré, je lui ai demandé pourquoi tu viens me voir. Il m'a dit parce que j'ai vu ta première vidéo. J'ai vu ta première vidéo, puis j'ai vu la dernière vidéo. Et puis après, j'ai regardé la date de la première vidéo, et puis j'ai regardé la date de la dernière vidéo. Et je me suis dit, putain, il y a que 2 ans. Après, je lui dis, qu'est-ce que t'as fait? Il me dit, bah j'ai envoyé ta première vidéo à tout mon incubateur. Je dis, pourquoi? Je lui dis, pourquoi t'as pas envoyé la dernière? Et après, j'ai compris à quel point il est brillant. Il leur a envoyé ma première vidéo, il a dit, ce type va vous coacher. Donc, autant dire qu'ils ont eu des réactions un peu bizarres. Comment ça, lui, il va nous coacher? Et après, il leur a envoyé, mais il est assez bon hein, pour faire patienter. Hein. 1 semaine après, la dernière vidéo. Et là, ça m'a permis de valider encore une fois que c'est ces foutus échecs qui ont forgé la personne que je suis. Tout à l'heure, je regardais la vidéo que j'ai tournée de ma première conférence aux États-Unis. Première conférence de ma vie à Boston il y a 6 mois. Je me suis levé, j'ai mis une GoPro sur ma tête. Comme ça, je m'en souviens, je pourrais toujours la regarder toute ma vie. Je la regardais et je tournais la tête tout à l'heure. C'était pas simple. C'est comme si je replongeais dans l'émotion que j'ai eue. 300 personnes, numéro 1 des ventes de chez HP Monde devant moi. Au début de la matinée, il n'y avait eu que des conférenciers américains super connus, et après, que des conférenciers super connus. Avant de monter sur scène, j'étais comme ça. On pourrait dire, mais merde, il est conférencier sur la confiance en soi, il était comme ça. J'avais peur. J'étais stressé, et je me disais, mince, t'es sûr que tu vas échouer. Comment tu peux faire mieux qu'un Américain en Américain? Et après, je me suis dit, mais en fait, et c'est ça qui m'a sauvé. T'es pas là pour faire mieux qu'un Américain. T'es là pour parler de qui tu es, t'as fait 10 000 km, t'as 24 ans, et tu vas aller parler justement avec un anglais pourri. Et c'est ça qui va être inspirant. J'ai fait de mon mieux pendant 25 minutes, je leur ai mis des vidéos pour les occuper. J'ai transformé le titre de mon PowerPoint au dernier moment en marquant passe à l'action sans attendre du parfait, ce qui allait très bien. Et j'ai donné tout mon cœur pendant les 20 minutes. Et tout le monde n'a pas aimé. Mais il y en a au moins une partie qui sont venus me voir en me disant, et des grands leaders américains qui se sont dit, franchement je suis impressionné. J'ai eu une belle leçon aujourd'hui, parce que toi à 24 ans, en faisant 10 000 km avec un anglais pourri, t'es capable de monter sur scène et de partager. Alors je peux le faire aussi. Et après coup, j'étais à la fois fier et en même temps, je me suis dit, ça n'a pas été comme je voulais. Ça n'a pas été comme j'ai rêvé que ce soit ma première conférence. Mais ce qui me permet encore de continuer et de savoir avec certitude que je vais refaire et refaire et refaire des conférences. Et qu'à un moment donné, on me demandera, mais comment ça se fait que tu es si à l'aise en anglais? Comment ça se fait que tu as autant réussi en anglais? Pourquoi? Parce que je vais échouer vite, échouer rapidement et provoquer ça. Maintenant, c'est à vous, je voudrais vous parler. Qu'est-ce que vous allez provoquer comme échec? Est-ce que vous avez envie de provoquer l'échec? Ah, il y en a qui sont moins motivés, là. T'es vraiment sûr que je dois faire ça? Mais vous êtes libre! Parce que moi, je sais que je vais le faire. Pour ceux qui me connaissent, cette conférence-là, il n'y a rien à voir avec ce que je fais d'habitude. Qui le valide? Je prends un nouveau risque. J'ai fait le PowerPoint ici. Il y a 10 minutes. Et je me suis dit, je sais pas ce qui va se passer, mais je fais juste confiance. Et si j'échoue, yes, c'est génial. Tu auras de quoi apprendre encore plus que si tu réussis. Et ce qui est génial, c'est que plus ça avance, et plus je valide que j'ai fait le bon choix. Ça vous parle? C'est ma surprise. C'est le moment que vous attendiez tous. C'est maintenant. Le changement, c'est maintenant. Alors, c'est l'innovation de ce soir. C'est un spécial dédicace à quelqu'un qui se reconnaîtra ce soir, à qui je le dis qu'il comprendrait. Peut-être. Ah bah pardon. C'est pas bon de montrer du doigt, donc je monte de la tête. Les Américains, ils ont un truc intéressant, mais du coup, je me suis dit comment le transférer en français. Et après, je me suis dit comment faire quelque chose qui est mémotechnique. Je suis sûr que vous vous souviendrez de moi au moins une fois par jour. C'est un excellent moyen marketing. Les Américains, ils appellent ça la. Mais c'est beaucoup moins sexy, d'accord? En fait,
Les Américains ils appellent ça learn, apply, learn, apply, learn, apply. Apprendre, appliquer, apprendre, appliquer. Là, j'ai transformé en comprendre, appliquer, comprendre, appliquer. Vous pouvez m'applaudir parce que je suis très fier de celle-ci. Qui a envie de faire caca? Levez la main. Là, c'est filmé. Ce sera diffusé, hein. Juste ce moment-là, à toute votre famille, à vos enfants, sur plusieurs générations. Je voudrais vous souvenir que c'est important de vraiment faire caca. Tous les jours, pensez à moi. C'est fou comment il faut parler de trucs comme ça pour faire rire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez passé une bonne journée, j'imagine, avec Paul et toute l'équipe. Qui a passé une bonne journée? Bien, c'est bien. Est-ce que vous avez envie de faire caca? Donc... Pardon, ça me démange un peu. Alors, ça veut dire que ce que je vous propose, c'est pas de tout retenir dans ce que Paul vous propose. La PNL, c'est vraiment une boîte à outils. D'accord? Et quand vous êtes en train d'utiliser une boîte à outils, vous n'utilisez pas tous les outils en même temps. Quand vous apprenez à peindre, vous n'utilisez pas tous les outils en même temps. Quand vous apprenez à conduire, vous n'utilisez pas tous les trucs en même temps. Ou mieux pas d'ailleurs. T'as remarqué? Donc moi ce que je vous propose, et c'est juste une proposition, et c'est ce qui fait que 9 jours après le base PNL, j'étais dans la rue et je faisais ma première conférence. Et je sais très bien que je ne serais pas là sur cette estrade, avec la confiance que j'ai aujourd'hui, si 9 jours après, j'allais pas dans la rue faire ma première conférence. Et cette conférence, elle a été douloureuse. Et magique en même temps. Je ne savais pas comment louer une salle, donc j'ai pas loué de salle. Et je me suis dit, j'ai compris des trucs et j'ai appris des trucs, à force de lire, je commence à voir des trucs. Donc je me suis dit, je vais pas me présenter en tant qu'expert, je ne suis pas un expert. Mais je me suis dit, j'ai tellement lu, tellement écouté, tellement immergé, que je vois des facteurs qui permettent de réussir. Je me suis dit, je vais juste parler en tant qu'observateur de ce qui me semble être des facteurs qui aident à réussir. J'ai pris 4 potes, j'avais seulement 4 potes, donc j'ai pris les 4 potes que j'avais. Et je leur ai dit, si tu peux me trouver 4 potes. Voilà. Et on va aller dans la rue. Et donc, j'avais 4 potes et 70 €. Avec 70 €, j'ai acheté mon premier paperboard, que j'ai encore. Je l'aime. Ce premier paperboard, on l'a mis dans la R5 de mon pote. J'avais pas le permis, je l'avais dû gratter 2 fois d'ailleurs. Et j'ai sorti le paperboard de la R5. Pour la première fois de ma vie, j'utilisais un paperboard, j'ai cassé le paperboard. Donc je me suis retrouvé à paperboard sans le 3e pied, ce qui est problématique, parce que je n'ai pas encore développé des dons pour faire tenir un paperboard comme ça. Maintenant, je sais faire. Et donc du coup, me retrouvant face à un problème, il m'a fallu être flexible. Vous comprenez d'ailleurs pourquoi maintenant j'ai appris à être flexible. Donc j'ai tiré une poubelle sur 40 mètres, une poubelle qui avait un bloc de béton comme ça, et mon paperboard sur ma conférence est appuyé contre une poubelle publique. Ça, c'est ma première conférence. Et vraiment, elle est magique, elle a été filmée. J'ai la diffuser bientôt parce que... Et en fait, je me suis juste dit, j'ai compris quelque chose, je l'applique, je transmets. 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 J'ai compris quelque chose... Vous avez compris? Je fais la suite d'ailleurs. Donc, je vous invite à se prendre un seul truc des 3 jours. Et l'appliquer tellement de fois que c'est comme dans un art martial. Un art martial, ça marche mieux. C'est en anglais, art martial. Il n'est même pas de moi cette blague en plus. Enfin, je donne les crédits là, putain, je dois 100 € maintenant. Donc prenez un seul truc et appliquez-le. Quand j'avais fait de la capoeira, je trouvais ça trop chiant les premières sessions, qu'est-ce qu'on faisait? On faisait que répéter le même geste. Je me suis dit, on peut pas innover? Non, on répète le même geste. Pourquoi? Parce que l'idée, c'est de devenir un maître de moi un truc. J'espère que tu as aimé ce podcast. Si c'est le cas, abonne-toi pour que je puisse te partager d'autres stratégies pour réussir tes rêves et tes projets. Laisse-moi un 5 étoiles, ça me ferait vraiment plaisir. Et si tu as envie d'aller plus loin, j'ai réalisé une vidéo qui s'appelle les 5 erreurs que font la majorité d'entre nous et qui va causer l'échec de nos projets, nos rêves et notre réussite. En sachant qu'une seule de ces erreurs va t'empêcher de réussir et d'être pleinement heureux. C'est une certitude. C'est une vidéo gratuite, en tout cas pour l'instant, et pour la trouver, tape dans Google David Laroche, les 5 erreurs cadeaux. David Laroche, les 5 erreurs cadeaux. Et tu vas tomber dessus.
Je te dis à très vite pour un prochain podcast et on avance ensemble.